Bonjour, vous êtes bien sur Fabric 25. Fabric 25, c'est toute l'actualité de Microsoft Fabric en 25 minutes. Dans cet épisode, nous allons parler de sécurité, nous allons évidemment parler de Warehouse et de Lakehouse, notamment avec les shortcuts, et enfin, nous terminerons avec l'orchestration de vos travaux de data engineering. C'est parti! Eh bien, on va démarrer cet épisode en parlant des nouveautés de sécurité qu'il y a eu ces dernières semaines. Alors, 3 news qui vont être intéressantes au niveau de la sécurité. La première, vous avez certainement entendu parler de Fabric Private Link, donc la possibilité de pouvoir mettre votre Fabric derrière un réseau privé. Le problème, c'est que il fallait mettre l'ensemble du tenant derrière ce réseau privé, ce qui fait que, en fait, on ne pouvait plus y accéder qu'en passant par le réseau interne. Ça apportait énormément de limitations, de blocages, de freins à l'adoption, notamment on pense à nos utilisateurs Power BI qui sont habitués à pouvoir accéder à leur portail préféré assez facilement. Microsoft vient juste d'annoncer cette même fonctionnalité, donc la possibilité de mettre une partie de Fabric derrière un réseau privé, mais cette fois-ci au niveau d'un workspace. Donc on appelle ça le Workspace Level Private Link. Donc c'est tout récent, c'est juste d'arriver, c'est annoncé en preview. La possibilité, c'est en effet de pouvoir, pour certaines de vos ressources, donc on imagine des ressources qui sont sensibles et on imagine certains secteurs comme la donnée, protéger des données clients, le domaine bancaire par exemple qui requiert énormément de sécurité. L'idée c'est de pas avoir tout Fabric qui va être protégé, mais uniquement certains workspaces. Alors attention, aujourd'hui il y a que quelques items qui vont pouvoir fonctionner avec ce mode-là et il n'y a pas Power BI, donc on va plutôt parler de fonctionnalités de type back-end. Puisqu'on parle bien de mettre ça dans un réseau privé, donc c'est pour accéder à des sources de données, c'est pour pouvoir justement charger, ou en tout cas être accessible depuis des sources qui vont se trouver dans Azure ou sur votre réseau on-premise, et pouvoir maîtriser toutes ces chaînes-là. Donc aujourd'hui, il y a une limitation au niveau des éléments qui sont supportés par le Private Link au niveau Workspace. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle pour justement en fait arriver à un niveau de sécurité qu'on peut trouver ou en tout cas qui est demandé par le marché, mais qu'on peut trouver quand on construit sa solution un petit peu from scratch. Là, finalement, Fabric, qui justement était un peu critiqué pour être un produit SaaS, un seul portail, en fait, on voit qu'on commence à avoir justement ce découpage par workspace pour pouvoir justement dire qu'on a des zones très sécurisées, des zones sécurisées et des zones un petit peu plus ouvertes, notamment sur vos clients ou sur vos partenaires. Donc, il faudra vite suivre, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore accessible largement, cette fonctionnalité. Donc, on va vite suivre ce qui se passe. Deuxième fonctionnalité autour de la sécurité dont je voulais vous parler dans cette émission, c'est encore une fois une fonctionnalité qui n'était disponible qu'au niveau de tout le tenant, de tout Fabric, qui cette fois-ci soit décliné sur un workspace level. C'est la possibilité, donc c'est le CMK. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir vos propres clés de chiffrement pour les données qui sont stockées dans ce qu'on appelle at rest, donc qui vont être stockées dans OneLake. Donc bien évidemment, elles sont déchiffrées quand elles transitent entre les briques ou quand elles sortent de Fabric. Mais on appelle ça donc le Customer Managed Key. Donc l'idée, c'est que qu'on se rassure, dans Fabric, les données sont bien chiffrées dans OneLake, mais c'est ce qu'on appelle du MMK, Microsoft Managed Key. Et là, en effet, c'est Microsoft qui gère les clés pour vous. Évidemment, pour certains métiers, certains secteurs, on peut avoir des règles de compliance où on a envie d'avoir la main sur cette clé et d'avoir le dernier mot, on va dire, sur le chiffrement des données at rest. Donc là, c'est ce qu'on appelle le CMK, c'est quelque chose qui existait déjà avec Power BI, on appelle ça le Bring Your Own Key. Donc là, on est au niveau de Fabric et de OneLake. On a donc cette fonctionnalité de CMK. Donc elle était disponible depuis peu en preview sur l'ensemble du tenant. Là, Microsoft annonce qu'on va pouvoir le dériver uniquement sur certains workspaces, donc d'avoir encore une fois cette granularité pour certains workspaces qui nécessitent un niveau de sécurité supérieur à ce qu'on peut trouver nativement sans rien faire dans la plateforme Fabric avec ces chiffrements. Donc encore une fois, Microsoft avance et apporte de la souplesse dans des fonctionnalités de sécurité. Donc je le rappelle, c'est pas que c'était pas sécurisé avant, mais en effet on avait des règles. Je prends l'exemple du Private Link ou du CMK, c'était tout ou rien, et donc finalement on dégradait une certaine facilité d'expérience, donc tout l'avantage d'avoir une plateforme comme Fabric pour une fonctionnalité de sécurité. Là vous allez pouvoir finalement découper ce que vous faites dans votre entreprise pour pouvoir avoir ce niveau de granularité. Troisième fonctionnalité au niveau de la sécurité, ça concerne toujours les workspaces. Alors c'est pas une fonctionnalité qui est workspace level
cette fois-ci, mais c'est alors c'est pas une nouveauté, hein, on appelle ça les workspace identity. Donc l'idée c'est tout simplement de se dire que votre workspace en lui-même, il a une identité. Alors ce n'est pas une managed identity pour les spécialistes de l'identité dans Entra, c'est bien un service principal qui est créé derrière, mais globalement Fabric va créer une identité qu'il va gérer pour vous dans votre Active Directory. Hein, il le gère, mais vous avez la main dessus, qui va représenter le workspace. Alors elle a le nom du workspace, hein, donc pour les conventions de nommage, je sens que ça va faire grincer certaines dents. Donc on a cette identité. Le problème, c'est qu'elle était assez limitée. On avait peu d'usage de cette identité à l'intérieur de Fabric. C'est-à-dire qu'on se disait, mais c'est génial, moi j'ai envie de faire tourner mes pipelines, j'ai envie de faire tourner mes refresh, j'ai envie de tout configurer avec cette identité de workspace. Comme j'ai pas de service principal à créer ou de gérer l'ownership de mes éléments. Et bien là, justement, ce qui arrive, donc les workspace identity étaient utilisés pour les shortcuts principalement, ce qu'on appelait la fonctionnalité Trusted Workspace Access, pour justement quand on faisait des shortcuts sur ADLS Gen 2, qu'on puisse faire ça d'un point de vue privé, hein, en fait, hein, donc de sécuriser l'accès à ça. Ben là, en fait, Microsoft annonce avec la Workspace Identity le support, finalement, de nouvelles fonctionnalités, j'allais dire de nouvelles sources, de nouvelles fonctionnalités, donc notamment, par exemple, l'utiliser dans des notebooks ou dans des pipelines pour justement, finalement, vous connecter à du back-end, des API, vos sources de données, en bénéficiant finalement d'une identité qui est presque native. Alors, on aurait aimé presque que ce soit une managed identity, mais on est sur un objet dans Fabric, donc difficile d'avoir. C'est pas comme si c'était le service Fabric, en lui-même, mais on a bien des services principaux qui vont être utilisés. Donc très intéressant. On voit bien finalement sur la sécurité que Microsoft continue à rendre. Alors le terme qui est souvent employé par Microsoft dans ses conférences, c'est Enterprise Grade Security. Alors si on le francise un petit peu, c'est tout simplement de se dire qu'en effet, on a quand même beaucoup de clients, principalement les grandes entreprises, qui ont des exigences de sécurité qui sont très très élevées et qui donc pour le coup Fabric peut être un bloqueur de par la configuration native de sa sécurité. L'idée c'est d'apporter de plus en plus de fonctionnalités aux entreprises. Allez, on passe à une d'autres nouveautés. On va dérouler un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois depuis le dernier épisode. Et là, on va parler justement des warehouses. Alors, sur les warehouses, il y a finalement plein de petites optimisations. Je vais pas les détailler toutes. Certaines sont soit des generality, donc des mises en production de choses dont on a déjà parlé ici, ou alors des améliorations de choses qui ont déjà été évoquées ici. Là, je vais me concentrer sur finalement deux fonctionnalités et surtout c'est d'essayer d'élargir un petit peu et de parler justement du monde des warehouses et comment Microsoft se positionne face à la concurrence avec son outil maison qui est le Fabric Warehouse. Donc première fonctionnalité qui a été annoncée par Microsoft en tout début d'été, c'est tout simplement les snapshots. Alors les snapshots, l'idée c'est simple, c'est de pouvoir snapshotter à un instant T, donc comme finalement on l'a nativement avec d'autres produits ou tout simplement le format Delta Parquet où on peut revenir en arrière. Là l'idée c'est finalement de taguer et de snapshotter directement tout votre warehouse. C'est pas un backup, c'est pas une fonctionnalité qui peut être utile qui est pour les backups, mais notamment c'est des choses qu'on faisait avec la base de données traditionnelle dans les phases ETL par exemple. Je snapshot avant, au cas où c'est beaucoup plus facile de faire un rollback sur le snapshot que de remonter un backup ou d'essayer de détricoter ce qui a été fait. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on trouvait dans le monde des bases de données, dans le monde SQL, puis dans le monde des warehouses. En fait, le Fabric Warehouse maintenant a une fonctionnalité de snapshot disponible. Autre fonctionnalité annoncée sur les warehouses, qui cette fois-ci va concerner la performance, c'est ce qu'on appelle le result set caching. Alors, basiquement, c'est ultra simple à comprendre, c'est de se dire que si vous avez 10 utilisateurs qui font tous la même requête dans un intervalle de temps très court, l'idée c'est pas de redescendre, aller lire les fichiers Delta qui se trouvent dans OneLake pour réexécuter exactement la même requête et donc lire les mêmes données et avoir le même résultat. C'est de se dire que finalement certaines requêtes vont être mises en cache. Alors évidemment tout ça il faut énormément de fine tuning parce que vous vous doutez bien que si vous avez des centaines voire des milliers d'utilisateurs qui requêtent chacun leurs données avec leurs critères, avec leur group by, leur select, leur close where, etc. Forcément, vous doutez bien que tout ne peut pas être mis en cache.
Mais évidemment, il y a des mécanismes, et c'est des mécanismes qui existent déjà dans les bases de données depuis de nombreuses années, qui vont nous permettre finalement d'identifier des requêtes qui sont extrêmement sollicitées, ou quand on rappelle la même requête à vraiment quelques millisecondes, voire quelques secondes d'intervalle. Donc on va optimiser les performances. Donc ça, finalement, c'est presque natif. Vous n'avez rien à faire si ce n'est activer quand même cette fonctionnalité, mais elle est censée finalement vous apporter de la performance sans rien faire. Ce qui m'amène un petit peu une petite digression autour de tout ça, parce que sur ces derniers mois, nous avons vu tous les éditeurs qui proposent des solutions de MPP, donc Massive Parallel Processing, donc les data warehouse qu'on va trouver sur le marché. Je parle pas forcément de Lakehouse, même si Databricks est aussi dans cette compétition avec justement sa possibilité de requêter en SQL son Lakehouse. Donc on va citer Snowflake, Databricks, Fabric. Chacun a eu des petits communiqués sur des améliorations de performance de leur moteur. Et on parle pas là cette fois-ci du moteur Spark ou du moteur Photon Gluten Velox ou autre. On parle vraiment des fonctionnalités de warehousing qui ont été améliorées. Donc on s'aperçoit qu'il y a une course à la performance. Après il n'y a pas de magie. La performance c'est avoir un bon moteur d'exécution qui va bien découper votre requête, essayer de trouver les bons prédicats pour aller lire les données. Mais il y a aussi évidemment toute l'optimisation interne de stockage de données pour aller la lire de la façon la plus efficiente. On aurait été quelques années en arrière, je vous aurais parlé d'index. On évite de parler d'index quand on est dans ces systèmes distribués, puisque évidemment on a un stockage qui est beaucoup plus large et un petit peu différent. Mais c'est le même principe. L'idée c'est évidemment d'avoir cette course, de se dire en fait je vous offre comme nouvelle fonctionnalité juste une optimisation de mon moteur, ce qui fait que, et là je vous laisse avec le discours officiel des éditeurs, on a gagné 10% en moyenne sur nos requêtes, on a gagné 20% sur nos benchmarks, sur certaines requêtes on peut atteindre jusqu'à 80% de performance. Donc évidemment je vous laisse aller consulter la littérature de tous les éditeurs, mais pour revenir à Fabric, puisqu'on est là pour parler évidemment de cette plateforme, Microsoft n'est pas en reste dans cette course. Ils avaient déjà annoncé à la Fabric conférence à Las Vegas d'énormes améliorations de performance sur des requêtes. Alors, je vais pas dire basiques, mais en tout cas les plus communes, puisque ils ont de la télémétrie sur le type de requête qu'on fait sur les produits. Donc il y avait ça, amélioration du moteur, amélioration du stockage, amélioration des statistiques, des index. Bref, le requêtage, en tout cas le moteur warehouse, est de plus en plus performant. Et après, j'ai envie de dire, faites-vous vos propres benchmarks, parce que vous trouverez toujours un benchmark qui vous dira que en face de la rue, c'est un petit peu plus performant que dans votre propre maison. Faites les benchmarks sur vos données avec votre façon de les requêter et les workloads, vos workloads applicatifs, en sachant qu'au final, il y a une bonne dose d'optimisation que vous pouvez essayer de faire dans votre design de solutions. Donc il y a souvent un certain biais dans ce type de benchmark. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'était de vous apporter cette information comme quoi finalement la guerre des warehouses elle est toujours là, ce qui met bien en avant le warehouse comme étant une brique de premier choix dans les écosystèmes Fabric. Il y a souvent cette discussion Lakehouse, warehouse. Le warehouse est bien là et une technologie mature qui existe depuis longtemps, sur lequel il y a une vraie compétition sur le marché. Alors justement, Lakehouse, warehouse, on va parler un petit peu de Lakehouse avec quelques news qui arrivent sur le Lakehouse. Alors j'en ai quelques-unes, et la première c'est finalement, alors je sais qu'il y a eu quelques discussions avec quelques confrères sur celle-ci en off et aussi publiquement. Quand vous utilisez le Lakehouse, l'un des avantages de l'architecture qu'on va trouver dans Fabric, c'est la possibilité de le requêter en SQL sur le fameux SQL Endpoint ou SQL Analytics Endpoint. Donc ça c'est génial, c'est vrai que c'est assez unique sur le marché de se dire que tout ce qui se trouve dans OneLake est requêtable avec du langage Transact SQL comme on peut le trouver dans une base de données classique. Néanmoins, vous avez tous expérimenté cette latence entre le moment où vous, avec du code Spark par exemple, vous écrivez dans vos fichiers Delta, dans vos tables Delta ou dans vos fichiers Parquet, et la disponibilité de ces mêmes données sur le endpoint. Et en effet, il pouvait y avoir un petit décalage, et la doc officielle nous parlait de potentiellement jusqu'à 1 heure de décalage. Alors,
Est-ce bien, est-ce pas bien? Je vais pas du tout rentrer dans le débat, mais en tout cas, c'était un vrai souci qu'on trouvait sur l'ensemble des solutions qu'on peut mettre en place avec vous, avec nos clients. Donc, ce qu'apporte Microsoft en nouveauté cet été, c'est qu'il y avait une API non officielle, mais qui avait été exposée dans un blog par quelqu'un de chez Microsoft, puis qui avait été retirée, qui permet de forcer finalement cette synchronisation. Par exemple, vous venez juste de charger toutes vos données avec vos notebooks Spark, vous aviez la possibilité de pouvoir shooter cette API pour dire force la mise à jour du SQL endpoint parce que je vais l'utiliser juste après. Alors on est d'accord, on s'attend à ne pas avoir à utiliser ce type d'API, mais au moins on avait cette solution de contournement, c'est qu'on avait cette API qui devient officielle. Donc Microsoft l'annonce, il y a un endpoint d'API qui s'appelle Metadata Sync Refresh qui va permettre de rafraîchir les données du SQL Analytic Endpoint. La deuxième news, alors évidemment là elle est juste de façade, c'est que bien évidemment Microsoft a fait un article de blog pour expliquer qu'ils avaient bien conscience que c'était une demande d'avoir du quasi instantané entre justement la version Spark et le SQL Analytic Endpoint, ce qui d'ailleurs au passage nous fait bien dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. On est sur un produit SaaS, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est retravaillé pour pouvoir accéder à ces données en SQL. Donc Microsoft a fait un article pour expliquer finalement, de dire qu'ils sont bien conscients et qu'ils souhaitent réduire au maximum la latence. Donc voilà, il nous rappelle qu'il y a l'API si jamais on n'est pas satisfait de ça ou si on veut forcer le destin. Mais il nous rappelle que l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est temps réel entre l'un et entre l'autre. Évidemment, c'est pas un engagement, c'est évidemment, c'est un engagement d'intention. Évidemment, on se doute bien que Microsoft y travaille et essaye de résoudre ce point-là, qui peut vite être un caillou dans la chaussure dans certaines de vos solutions. Autre nouveauté sur le Lakehouse. Alors on va rester un petit peu sur le Lakehouse, mais on va aller cette fois-ci du côté des shortcuts avec deux petites news sur les shortcuts. Alors ça avait été annoncé à la Fabric conférence, je crois, sans forcément trop de détails. On n'en a pas parlé ici, mais là on va en parler. C'est ce qu'on appelle les shortcut transformation et vous avez aussi le terme souvent shortcut AI transformation. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Moi ça me fait penser aux materialized lake views qu'on a pu décrire ici. L'idée c'est de se dire que en fait je vais faire un shortcut sur une zone où il y a des fichiers. Donc aujourd'hui, imaginons des CSV, et je veux qu'automatiquement, dès qu'un CSV arrive dans le dossier, ça me crée automatiquement une table delta. J'ai pas envie, moi, d'avoir un notebook que je dois planifier, mettre avec un trigger peut-être sur l'événement d'un fichier qui arrive, ou un pipeline data factory, bref, d'avoir un code qui va transformer mon CSV en fichier delta. L'idée, c'est que Microsoft veut nous laisser la possibilité, directement dans un shortcut, de créer des transformations. Elles sont très basiques, mais de créer des transformations qui vont automatiquement, quand un fichier arrive sur un certain format, le transformer et le mettre à disposition sur un autre format. Donc aujourd'hui, quand on lit la news et la documentation, on est vraiment sur j'ai un CSV, je veux devenir une table delta. Donc en effet, c'est finalement un raccourci, moins de code à maintenir, moins de code à exécuter. Mais là où c'est intéressant, c'est que Microsoft nous parle aussi de transformation IA. Et là, on voit arriver des exemples comme faire une analyse de sentiment. Donc, par exemple, j'ai un texte dans mon CSV, je veux tout simplement déclencher les algos classiques de température pour savoir si le texte est plutôt positif, plutôt négatif. On a aussi d'autres transformations comme ça, des choses qu'on connaît notamment dans Power Query. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc d'avoir ces transformations. Alors moi j'attends de voir exactement quel va être l'usage parce que j'ai plutôt l'impression que les gens cherchent à maîtriser leur workflow d'ingestion quand il se passe quelque chose. Donc au-delà de déclencher automatiquement une transformation quand le fichier arrive, qu'on peut faire de différentes façons, avoir ces transformers, donc ces transformations qui se font automatiquement, j'attends de voir ce que ça va nous proposer et l'effort que ça va aider. Néanmoins, Microsoft a présenté ça comme étant une fonctionnalité assez importante et la façon dont sont présentées les transformations, on imagine qu'il va y en avoir d'autres, donc d'autres formats d'entrée supportés, mais aussi d'autres transformations qui pourront être automatisées. Donc je pense que c'est une fonctionnalité à suivre. Maintenant, essayons de voir un petit peu quels vont être les cas d'usage,
pas forcément que ceux que Microsoft nous propose, mais ceux qui font le feedback du marché. Dernière news sur le Lakehouse et toujours sur les shortcuts, qui va me permettre de faire aussi encore une fois une petite digression. Alors la news elle est assez simple. Vous savez qu'on peut faire des shortcuts sur des systèmes externes, autre chose que Azure ou autre chose que ce qui se trouve dans Fabric, donc en l'occurrence AWS. Là, l'annonce, c'est de dire que on a le support de l'identité Entra, donc vous vous authentifiez avec votre compte ou un service principal qui est maîtrisé dans votre annuaire sur AWS, qui est un système externe qui potentiellement ne sait pas du tout comment vous êtes identifié et quelle identité vous avez. Ça me permet de faire une petite digression et juste un petit rappel. C'est que bien souvent, on voit et on constate, c'est qu'on s'arrête sur la news en disant Microsoft plus un autre éditeur ou une autre plateforme ou autre chose, ça fonctionne. Je mets juste un petit bémol. C'est que bien évidemment, ça veut dire que les deux éditeurs travaillent ensemble et qu'ils ont une volonté de pouvoir rapprocher les deux systèmes. Maintenant, il faut bien faire attention parce que quand on parle de cette intégration et de cette interaction, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, c'est très souvent en preview, donc il faut vérifier la GA, la General Availability pour l'utiliser. Mais il y a surtout 2 points à prendre. Vérifier la connectivité, parce que des fois, on a la possibilité de se connecter à un autre système, mais par contre, on est obligé de passer par l'Internet public ou de passer par un endpoint bien spécifique. Donc, on n'a pas de fonctionnalités qui vont finalement nous permettre de maîtriser le tuyau, donc la connectivité avec ce système externe, ce qui est très souvent demandé par les architectes infra chez les clients. Et deuxièmement, et c'est le but de la news là ici avec AWS, c'est l'authentification. Parce que c'est bien beau d'avoir les deux systèmes qui se voient, qui sont capables de s'envoyer des octets et de les recevoir. Mais ensuite, c'est comment vous allez configurer ce lien et quelle authentification vous allez faire. Est-ce que vous allez utiliser Entra par exemple comme système? Est-ce que vous allez utiliser sur le storage, on a aussi la notion de clé, de choses comme ça. Donc évidemment, l'idéal c'est toujours d'utiliser un système avancé comme Entra avec des services principaux par exemple, qui sont la bonne façon de s'authentifier puisque vous gérez vos secrets. Vous pouvez faire de la révocation. Vous avez justement toutes ces, des fois même des autorisations supplémentaires d'API à mettre avec ces comptes. Donc ça c'est la voie idéale, mais pensez-y. C'est pas parce qu'en fait on voit l'icône d'AWS que le chemin va être extrêmement simple. Pensez-y toujours à la connectivité d'une part et l'authentification d'autre part. Allez, il me reste quelques minutes pour parler d'une dernière news. On va quand même un petit peu parler de Data Factory, donc justement de pipeline, d'ingestion de données, de transformation de données. On a un petit peu parlé avec les shortcuts de transformation. Mais là, on va parler vraiment de Data Factory. Data Factory, non, puisque on l'a aussi disponible pour d'autres éléments. Le point est le suivant, la fonctionnalité c'est le multi-scheduler. Alors, qu'est-ce qu'est le multiple scheduler? Excusez-moi. L'idée c'est de se dire que quand vous avez un notebook et que vous allez le planifier ou un pipeline et que vous voulez le planifier, souvent vous avez une planification. Alors, vous pouvez la mettre récurrente, de dire tous les lundis à 8h j'exécute ça, toutes les 20 minutes j'exécute ça. Mais des fois vous voulez finalement mettre plusieurs planifications. Pour dire, par exemple, en fait, la semaine, je le fais, j'en sais rien, toutes les heures. J'exécute mon pipeline toutes les heures ou mon notebook toutes les heures. Par contre, le week-end, je vais l'exécuter uniquement à 8h le matin. Alors ça, évidemment, dans des objectifs d'optimisation, de gestion de vos orchestrations, etc. Le problème, c'est que finalement, on devait se caler sur le plus fréquent. Donc Microsoft annonce les multiple schedulers. Qui finalement nous permettent de voir plusieurs planifications sur les objets. Ce qui est assez intéressant dans la news, c'est que le nom de la news, c'est qu'on nous parle du multiple scheduler, mais en fait on nous le met avec la notion de CI/CD. Donc ce qui est assez intéressant avec la relation avec le CI/CD, c'est que vous vous rappelez, l'objectif du CI/CD, c'est que tout élément dans Fabric puisse être compatible avec Git. C'est-à-dire qu'il a un format texte sur lequel vous pouvez faire du merge, de la comparaison. Il est compatible avec les déploiements de pipeline, qui soient ceux natifs de Fabric ou ceux vous allez avoir en externe. Là, l'idée, c'est que les schedules deviennent finalement un objet, un
fichier texte de code. Ça, c'est vraiment, vous le retrouverez dans le code pour pouvoir justement le configurer et potentiellement même dans vos déploiements mettre des règles qui changent les schedules en fonction de l'environnement sur lequel vous êtes ou d'autres critères. Donc multiple scheduler, c'est finalement une fonctionnalité qui est très intéressante. Alors malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, il y a encore plein de news sur lesquelles on pourrait s'attarder et discuter, mais on y reviendra lors de prochains épisodes. Donc je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, suivez le Club Fabrique et vous aurez toutes les dernières nouveautés qui concernent Fabrique. Merci.